Lorsqu'on va instruire le PEDT, quels sont les attendus des services de l'État? Et on va aussi aborder la méthode de projet et les parties qui vont constituer votre PEDT, les parties essentielles d'un PEDT. Donc déjà, dès le départ, on voit qu'un PEDT, ça s'articule autour d'un territoire avec une cohérence territoriale, autour d'un diagnostic qui va être partagé. Donc on est bien sur de la coopération, de la collaboration éducative, et on parle aussi de la place des enfants. Et bien souvent, on oublie un petit peu les enfants et de voir comment est-ce qu'on peut les associer. Avant de commencer à l'écriture de son PEDT, il y a plus ou moins 6 questions à se poser. La première, c'est déjà, alors 6 questions ou 6 observations, de se dire que le PEDT a évolué. Le PEDT que nous avons connu en 2013, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, de 2017-2018. Aujourd'hui, on pose systématiquement déjà la question aussi du plan mercredi. Donc, quand on parle PEDT, on parle aussi plan mercredi. Et quand on parle plan mercredi, ça veut dire qu'on s'inscrit sur un territoire large qui sera porté par une commune ou par une communauté de communes, parfois par les deux, puisque les compétences peuvent être partagées, mais on est sur vraiment une démarche projet et pas uniquement sur l'association d'activités sur des temps périscolaires dans le cadre d'une organisation du temps scolaire à 4 jours et demi. On est vraiment sur une politique éducative de territoire, quelque chose de très large. Donc ça va au-delà de l'organisation du temps scolaire qu'on a pu connaître un petit peu en 2013 de manière précipitée, on ne va pas revenir dessus. Donc c'est un projet éducatif qui fixe les orientations éducatives et qui vise à articuler tous les projets du territoire, que ce soit les projets d'école, les projets éducatifs des centres de loisirs, les projets associatifs, l'information jeunesse quand elle existe, la CTG. Quand on articule l'ensemble, forcément, on va devoir se rapprocher de partenaires. Et donc, qui dit se rapprocher de partenaires, ça veut dire aussi qu'on va réfléchir et mettre en œuvre et évaluer de manière concertée et partagée. Ça reste un intangible. On reste sur une politique éducative qui vise à l'inclusion de tous les publics. Donc, on se pose la question des mineurs en situation de handicap, mais que ce soit à l'école, mais aussi à l'école, en centre de loisirs, etc. On a vraiment une réflexion là. Et enfin, une fois qu'on a, qu'on a en tête tous ces sujets, tous ces prérequis, à ce moment-là, on se pose la question des activités. Et les activités, on les décline en fonction des intentions éducatives qu'on a posées. Partir évidemment d'un diagnostic. C'est lui qui va nous permettre finalement d'orienter ensuite nos intentions éducatives en fonction des besoins du territoire. Intégrer dans ce projet la dimension inclusion et citoyenneté, qui nous permet finalement de voir l'ensemble des temps et des acteurs de manière transversale. La méthodologie de projet partenarial, donc là, c'est l'idée d'être dans la co-construction avec l'ensemble des partenaires identifiés sur le territoire, de les associer, d'être dans une démarche d'adhésion sur le territoire. Et puis mettre en avant l'organisation matérielle et humaine, donc ressources humaines, ressources de bâtiments, toutes les structures qui peuvent aussi associatives qui se situent sur le territoire, les partenariats qui peuvent enrichir la démarche et comme tout projet, et on l'oublie souvent un peu trop souvent parfois, l'évaluation qui finalement va permettre ensuite de relancer une dynamique et de réajuster en fonction des besoins et de ce qui est relevé. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà faites sur vos territoires, beaucoup de diagnostics qui existent, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de données. Déjà, la première chose, c'est d'utiliser les données qui existent déjà. Vous avez, pour de nombreux territoires, déjà procédé à votre CTG. Il y a des projets de services qui peuvent exister. Il y a des diagnostics de territoire qui ont déjà été faits par d'autres partenaires. Ça peut être le service culture, le service social, etc., le service enfance-jeunesse qui peut aussi avoir son diagnostic. Donc, ne réinventez pas ce qui existe et soyez plutôt dans de la compilation, du recensement de l'existant pour pouvoir écrire ce diagnostic. Et puis, bien entendu, une fois qu'on a des données,
de rassembler les partenaires qui sont volontaires, puisqu'on est bien d'accord que ce projet ne peut fonctionner qu'avec du volontariat. Donc, sur certains territoires, ils seront nombreux, sur d'autres, un peu moins. Pensez à associer les enfants sur des questions très simples sur quelles sont leurs envies, quels sont leurs besoins. Alors, leurs besoins, ils auront peut-être du mal à les identifier, mais au moins, quelles sont leurs envies, quelles sont les envies des enfants, quelles sont les envies des partenaires, comment est-ce qu'ils veulent travailler avec vous. Et à partir de là, lorsqu'on est sur un territoire plutôt bien avancé, pourquoi pas envisager dès à présent un comité de pilotage qui peut être initié pour suivre l'avancée de ce projet éducatif de territoire. Formaliser un réel diagnostic complet et partagé et co-construit sur le territoire va vous permettre finalement d'orienter vos intentions éducatives vers les besoins, pour répondre aux besoins de votre territoire. C'est à partir de ce diagnostic-là, que vous allez pouvoir lancer la dynamique, les intentions éducatives et les valeurs éducatives que vous voulez porter sur le territoire. Si le diagnostic n'est pas complet ou si le diagnostic ne prend pas en compte l'ensemble des acteurs et des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler sur le territoire, il risque d'y avoir un manque dans la réponse aux besoins sur les intentions que vous allez poser et formaliser dans votre projet. Alors, une fois qu'on a le diagnostic, on a défini les intentions éducatives. Alors, les intentions éducatives, bien entendu, je pense qu'il faut se laisser aller voir haut. Il faut s'autoriser à rêver. Il faut s'autoriser à définir de grandes intentions éducatives, quitte dans la troisième partie, lorsqu'on définit les moyens humains et matériels, qu'à un moment donné, là, on se retrouve face à des freins qui nous obligent à revoir nos objectifs, le cas échéant. Mais la partie 2, elle est là pour rêver. La partie 3, elle est là pour être dans le concret. Une fois qu'on a listé tout ce qui peut être mis à contribution pour servir les intentions éducatives, on peut envisager de la mutualisation, on peut envisager du partage de lieux, etc. À partir de là, question de se dire qu'un objectif, il n'est pas forcément réalisable dans l'année, mais donc soit on le met en programmation et on se projette sur 3 années à venir en se disant cet objectif-là, on va y aller pas à pas, mais on n'y répondra peut-être pas de suite. Ou alors, carrément, on revoit son objectif un petit peu à la baisse, quelque chose d'atteignable, et on garde en tête la grande intention éducative en se disant, c'est peut-être pas sur ce premier PEDT de 3 ans, mais ce sera peut-être sur le deuxième ou 3 ans. Et donc, ça veut dire qu'on se met d'ores et déjà en perspective à 3, 6 ou 9 ans. Petite précision, si vous partez sur de la mutualisation de matériel, de moyens humains, pensez quand même à rédiger une charte qui permet de bien clarifier les choses et de partir sur des relations partenariales saines. Toute démarche projet demande un moment qu'on se projette et qu'on établisse un calendrier, entre guillemets, un échéancier aussi de toutes les instances et les temps de partenariat et les objectifs. L'objectif du projet éducatif de territoire, on l'a vu tout à l'heure, Marie l'a dit, par rapport à la version, entre guillemets, 2013. Aujourd'hui, c'est vraiment d'être le lien et ce qui va permettre l'interaction et l'articulation de tous les acteurs et tous les partenaires qui vont travailler sur les temps de l'enfant et qui agissent sur les temps de l'enfant. Donc, l'objectif de ce projet éducatif, c'est un moment de mettre en cohérence et en synergie ces différents acteurs. On est bien dans une perspective de moyen terme sur 3 ans, voire plus. Donc, l'idée, ce n'est pas d'être aussi dans la formalisation des intentions éducatives dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment de voir loin, c'est aussi dans cette idée de projection. À un moment, on a la possibilité de prévoir sur du moyen terme et de formaliser ces interactions-là sur un temps qui permet de mettre en place des projets. Donc, à un moment, identifier toutes les compétences qui existent sur le territoire et les mettre en lien et en synergie, c'est ce qui permettra aussi par la suite finalement la réussite, ou en tout cas qui facilitera la réussite du projet éducatif de territoire. L'évaluation, c'est ce que Tiffaine présentait en tout début. L'évaluation, elle est à penser dès le début
avec l'ensemble des partenaires. Et c'est d'autant plus important lorsqu'on est sur un territoire où il y a peut-être des compétences partagées avec, par exemple, un plan mercredi porté par une communauté de communes et plusieurs PEDT qui sont portés par une commune. C'est important dans ces cas-là de se mettre en lien les uns les autres, travailler au sens commun, qu'est-ce qui fait sens sur le territoire entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on est sur une uniformisation des projets, ça ne veut pas dire qu'on est sur un projet identique au niveau CDC et au niveau commune, mais par contre, on est sur une mise en relation et une articulation pour qu'à un moment donné, il y ait du lien entre tous ces partenaires dans l'intérêt de l'enfant. Et dès le départ, on se fixe des critères d'évaluation qui vont se rattacher, ces critères d'évaluation sont directement rattachés aux intentions éducatives. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit nos intentions éducatives, on écrit l'évaluation à côté. Et dès le début, on établit à la fois le cadre de l'évaluation, on pose la question de l'évaluation et on se dit comment est-ce qu'elle aura lieu, et surtout, on pose aussi les critères. Mais dans le cadre de la relance des plans mercredi, le service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports a obtenu des financements pour soutenir les collectivités qui souhaitent écrire un PEDT, un plan mercredi. Le financement est axé sur le plan mercredi. La lumière est mise sur les plans mercredi. Tant réfléchir à la politique éducative, je ne réfléchis pas uniquement au périscolaire avant, après l'école. Je réfléchis au périscolaire avant, après l'école, pause méridienne, possiblement pour certaines communes, mais aussi sur que fait l'enfant le mercredi lorsqu'il est sorti de ce lieu qu'est l'école. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Comment? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre le périscolaire du avant-après l'école, la LSH, les associations sportives, culturelles? Est-ce qu'il y a des projets transversaux? Enfin voilà, c'est toutes ces questions. Donc c'est pour ça que le choix a été d'accompagner à la fois sur le PEDT et le plan mercredi de manière très transversale. À la supervision, à l'ingénierie et à la concertation. Globalement, alors ce n'est pas exhaustif, mais quasiment, on est sur soutenir, étayer la méthodologie de projet. Donc si vous avez des difficultés sur votre territoire pour vous lancer dans la méthode de projet, il y a une possibilité. Accompagner la transversalité des politiques publiques, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, c'est faire du lien entre les projets d'école, les projets d'accueil collectif de mineurs, l'information jeunesse, le plan mercredi, les PEDT, comment est-ce qu'on travaille la transversalité, interservice aussi. C'est aussi animer la concertation pour aller vers un diagnostic partagé avec les enfants, les parents, les associations, les différents acteurs du territoire. Former les collectivités aux outils de concertation, puisque l'idée, c'est aussi d'aller dans un transfert de compétences, de former les techniciens des territoires, les associations locales. On est sur du déploiement de PEDT, plan mercredi sur les territoires. Et enfin, on est dans une volonté de vous transmettre de l'information et notamment sur tous les dispositifs particuliers qui sont peut-être méconnus et qui peuvent être transversaux à la fois à l'éducation nationale et à jeunesse et sport, enfin JES, jeunesse, engagement et sport. Donc, pour ne pas les nommer, il y a le SRAV, le savoir rouler à vélo, le savoir nager. Donc là, très concrètement, ce sont des dispositifs qui sont faits par les écoles, qui doivent être mis en place dans les écoles, mais parfois les écoles n'ont pas la possibilité et n'ont pas la capacité d'assurer l'entièreté de ces dispositifs. Et donc, nos services, le service du SDJES, peut vous accompagner. Il y a des associations, l'UCEP, le GDOS, etc., qui sont financées pour pouvoir vous accompagner dans le cadre du périscolaire, pour pouvoir travailler sur ces dispositifs-là et voire même leur donner un peu plus d'ambition. Et au-delà du simple diplôme, ça peut être aussi travailler le lien à la parentalité sur comment est-ce qu'à la maison, je vérifie les vélos de mes enfants. Le territoire, comment est-ce que je peux avoir des projets sur la découverte de mon territoire à vélo, par exemple, sur si c'est le savoir nager, pourquoi pas envisager des séjours après sur le bassin, par exemple, avec la découverte de l'environnement, etc. Enfin, au travers de dispositifs très techniques,
on peut avoir des projets d'ampleur plus large et qui intègrent l'ensemble du territoire. Et enfin, je pense que tout le monde est au courant qu'en 2024, il y aura un événement sur notre territoire national et que plusieurs zones du territoire girondin sont en cours de labellisation sur Terre de Jeux 2024. Et autour de l'olympisme, il y a aussi plein de projets qui peuvent être envisagés. On parlait de citoyenneté, d'inclusion, etc. Bon, voilà, les Jeux olympiques, paralympiques, le travail autour des valeurs de la République, de la citoyenneté, ça fait partie des valeurs de l'olympisme. Et c'est des projets qui peuvent aussi intégrer les projets éducatifs. Voilà. Les associations locales seront systématiquement, dans la mesure du possible, associées à la démarche. Donc, quand vous interpellez la Ligue et les Francas, si vous avez des associations avec lesquelles vous travaillez bien, ça peut être aussi intéressant de les mettre dans la boucle et de dire, bon, ben voilà, nous, on travaille avec cette association, on aimerait bien qu'elle soit associée à la réflexion pour potentiellement, elle bénéficie aussi de ce transfert de compétences. Très clairement, on va être, là, on est intangible là-dessus, sont exclus de tous ces financements, tout ce qui sera de la récolte de données froides, la rédaction pure des PEDT. On est bien sur de l'accompagnement, on n'est pas dans du faire à la place d'eux. Je vous invite maintenant à prendre la parole. Let's go! Oui, là, on est vraiment dans une vision élargie de la politique éducative, que ce soit en termes de tranche d'âge, que ce soit en termes de besoins, que ce soit, enfin voilà, on est plus, c'est plus uniquement un PEDT uniquement centré sur l'organisation des rythmes scolaires. Et on considère bien que finalement, quelle que soit l'organisation des rythmes scolaires, il y a possibilité de faire partenariat, il y a possibilité de faire co-construction et de travailler ensemble. Et on a tout intérêt en fait à le faire sur chacun des territoires. La grande différence, c'est aussi la création en 2018 du plan Mercredi. Et donc, vraiment, cette volonté de sortir uniquement de l'école, mais de vraiment aller aussi chercher le lien avec les centres de loisirs, les associations culturelles et sportives, artistiques, etc. Donc, il y a vraiment, oui, cette dimension qui est beaucoup plus large. La question des financements. L'État a un fonds de soutien pour toutes les communes qui sont à 4 jours et demi. Toutes les communes qui sont à 4 jours et demi, l'État verse un fonds de soutien. Dès l'instant que vous passez à 4 jours, au niveau de l'État, vous perdez les financements. Néanmoins, il y a des financements qui sont préservés, qui sont les financements CAF. Et là, je vais peut-être laisser Clémence répondre. Deux choses. Quand on est en plus du fonds de soutien de l'État, quand on est à 4 jours et demi, quand vous organisez toujours les fameux TAP, donc il y a la SRE, l'aide relative à la mise en place d'étapes. Effectivement, si vous rebasculez à 4 jours, cette aide n'existe plus. Par contre, dans le cadre des PEDT plan mercredi, et donc je précise bien plan mercredi, d'une part, on va avoir une aide à l'investissement, donc sont éligibles les collectivités qui sont déjà en PEDT plan mercredi qui courent en ce moment, mais aussi du coup les collectivités qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là. Donc, cette aide à l'investissement a concerné la création de locaux, l'extension de locaux existants, différents travaux, la réhabilitation, mais aussi l'achat de matériel et d'équipements pédagogiques. Voilà. La condition pour les collectivités qui ne sont pas encore signataires, c'est qu'au moment de la demande, on ait un justificatif, donc soit du conseil communautaire, soit du conseil municipal, voilà, qui stipule bien l'engagement dans la démarche. Et le versement du solde de la subvention se fera donc sur production du PEDT plan mercredi signé. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau d'aide. Ensuite, on va avoir pour les équipements qui se situent donc en QPV ou sur un territoire dont le potentiel financier est inférieur à 900 €. Alors là, c'est le territoire qui a la compétence périscolaire. On peut percevoir donc une majoration de la fameuse bonification de la prestation de service à LSH. Ce qui fait que dans ces cas-là, on augmenterait la PSO à 95 centimes de l'heure. Et dans ces cas-là, on va regarder l'adresse exacte de la LSH, d'accord, pour définir donc si on est bien en quartier politique de la ville, notamment.
Et ensuite, on a une aide à l'ingénierie que les collectivités peuvent mobiliser. Donc, ça, c'est un peu dans la même lignée que l'aide de l'État, justement pour l'accompagnement sur le PEDT. Donc, elle est activée que si vous n'avez pas encore bénéficié de l'aide au titre de la coordination CTG, CEJ pour la réalisation des diagnostics petite enfance, enfance et jeunesse. Donc, ce n'est pas une aide en plus qui vient abonder déjà les aides que vous percevez de la CAF. Donc, généralement, ce fonds a déjà été utilisé. C'est pour ça qu'on vous invite plutôt à vous rapprocher de l'État pour bénéficier de l'accompagnement Ligue ou Franca. Il suffit de nous saisir soit Tiffaine, soit moi, soit directement la Ligue des Francas, à savoir que de toute façon, on est de fait très souvent en lien les uns les autres, qu'on fait un point d'étape tous les mois. Donc, que vous saisissiez n'importe lequel de nous quatre, à un moment donné, l'information arrivera. Donc... Alors ça, c'est vraiment une question que je vous invite à écrire dans votre PEDT, à se poser la question pour que ce soit écrit. Comme Tiffaine le disait sur l'évaluation, les choses, elles sont vivantes parce qu'on pense leur mise en vie dès le départ. Pour autant, c'est pas parce qu'on a écrit un truc qu'on va faire ça. Moi, j'aime beaucoup la définition de l'animation de feu Jean-Claude Gillet qui disait l'animation, c'est prévoir quelque chose pour qu'il se passe autre chose. Mais en fait, oui, prévoyons comment on va interroger ce PEDT chaque année. Nous, dans l'accompagnement, l'idée, c'est vraiment de transférer des compétences, et notamment des compétences en termes d'animation, de temps de concertation, de méthode d'éduc-pop, etc. Et cet accompagnement, nous, le financement qu'on a perçu du SDJES, il est au titre de l'année 2022. Donc, ça ne s'arrête pas au moment où vous avez déposé votre PEDT. L'idée, c'est vraiment de pouvoir continuer à accompagner la mise en œuvre, de pouvoir continuer à vous aider à animer des temps de concertation, des temps de régulation d'équipe, des temps de formation d'équipe aussi. Voilà, il faut vraiment penser ça. Enfin, la démarche de formation là dans les premiers territoires qu'on accompagne, elle est centrale en fait. Beaucoup disent oui, bon, ben une fois qu'on aura fait ça, il va falloir accompagner ou former les animateurs, former les parents, faire des groupes autour des écoles entre parents, enseignants, animateurs, associations, etc. pour aller au-delà des conseils d'école. Le conseil d'école n'est pas une instance de concertation de politique éducative, c'est une instance de vie de l'école, mais que de l'école. Donc, est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus? Certains pensent à créer des conseils, ce que les Francas appellent des conseils locaux pour l'éducation, donc des groupes partenariaux autour des écoles, ou d'autres des groupes thématiques, etc. Enfin, le PEDT, c'est quelque chose qui a envie. Voilà, l'éducation, c'est quelque chose qui a envie. Les enfants, on ne va pas les arrêter de vivre, donc on ne va pas les figer. En fait, on va passer nos accompagnements principalement à partir d'une optique et d'une question qui est à quoi doit servir cette élaboration du PEDT dans la démarche de coéducation, c'est-à-dire où en est le territoire dans sa dynamique de coéducation et dans sa dynamique éducative en général, et c'est l'heure de quoi, en fait? C'est pas très élégamment posé, mais finalement, cette question parle bien. C'est l'heure de quoi sur ce territoire-là en matière éducative? Et donc, nos accompagnements ne seront vraiment pas similaires les uns les autres. On ne fait pas du copier-coller d'un territoire à l'autre, et on vous accompagne vraiment dans votre degré, là où vous en êtes. Voilà, ça c'est pour préciser parce qu'on a des accompagnements très différents en fonction des types de territoires et de communes, intercommunalités, villes urbaines, villes rurales, etc. Sur un calendrier scolaire. Donc, on a des calendriers qui sont arrivés à terme en août
enfin au 31 août 2021. Ces PEDT-là, donc ces communes ont été interpellées. Elles ont eu soit la possibilité de déposer un nouveau PEDT, donc certaines ont déjà déposé un nouveau PEDT, soit de demander une prorogation d'1 an, pour justement bénéficier d'1 an de réflexion, de concertation et écrire un PEDT pour 2022. Pour les communes qui ont leur PEDT qui arrive à terme, à échéance du coup au 31 août 2022, vous avez le même choix. Soit vous êtes prêt et vous avez profité de cette année de concertation, etc. Et vous pouvez déposer, dans l'idéal, ce serait au 4 septembre, jour de rentrée 2022. Après, je ne vous cache pas qu'on va garder quand même une latitude pour que les dépôts, on va dire, se fassent entre septembre et décembre 2022. Soit vous dites que non, vous n'êtes pas prêt et vous demandez une prorogation d'1 an. Voilà. Mais la prorogation, elle ne peut pas être non plus renouvelée ad vitam aeternam. Une prorogation, c'est un PEDT qui reste en l'état, qui ne bouge pas. Donc, votre PEDT est figé et pendant 1 an, on lui donne 1 année supplémentaire de vie en l'état. Certains territoires, effectivement, qui ont eu des cas particuliers, mais ce n'est pas la norme. C'est une prorogation et une seule, puisque l'objectif quand même d'un PEDT, c'est qu'à un moment donné, on puisse l'évaluer et le faire évoluer. Parce que, comme disait Marie-Pierre, c'est un outil vivant. Et si on proroge, ça veut dire qu'on le laisse dans un état figé. Et ça n'a aucun intérêt de laisser un PEDT comme ça, dans un état figé, sans le faire évoluer, ni même être évalué. 1, 2, 3.